Vallaud, qui est député des Landes et patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez en permanence Ces vies que je fais miennes chez Odile Jacob. C'est un livre sur votre expérience d'élu local dans les Landes. Portrait de personnes que vous croisez ou que vous recevez dans votre permanence de Saint-Sevé. Saint-Sevé, il faut savoir, c'est une ville de 5000 habitants environ. Hein, ou un peu moins. Un peu moins, même en Pays Gascon. Vous perdez des habitants, Saint-Sevé? On en a perdu historiquement. Oui. Vous savez, ça a été, ça a failli être la préfecture des Landes, ça a été une sous-préfecture, et puis aujourd'hui, ça n'est pas une sous-préfecture. Bien. La vraie vie, comme on dit, la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi dans votre permanence? Vous allez nous dire. J'imagine que vous ne parlez pas trop de Lucie Castet, de Jean-Luc Mélenchon, de la Palestine, de communautarisme. On vous parle de quoi? De pouvoir d'achat, de problèmes du quotidien, exactement, d'insécurité, de difficultés à obtenir telle ou telle allocation. Absolument. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Je me suis offert un moment de liberté avec ce livre. Oui. Tiens, vous savez, la politique qui ne parle que d'elle n'intéresse personne et m'intéresse pas beaucoup. Je me suis offert cette liberté de la politique qui souvent parle, mais là, elle va écouter, elle écoute. Oui. Et je restitue ce que j'entends dans ma permanence depuis 7 ans. C'est des vies difficiles, vous avez raison. Je parle d'une aide-soignante qui travaille dans un EHPAD, qui aime son métier, qui le fait très bien, mais qui a le sentiment de mal le faire parce que les moyens manquent, que ses propres bras lui font défaut. Et quand je lui dis, je vais faire votre portrait, elle me dit, mais pourquoi moi, je suis pas intéressante? Ça dit quelque chose quand même. Mais dites-moi, c'est une leçon de vie pour vous. Pour vous, député, c'est une leçon de vie. C'est une expérience humaine et ça... J'essaie de répondre à une question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qu'ils savent de nos vies? Qu'est-ce qu'ils savent nous écouter? Est-ce qu'ils nous comprennent? Est-ce qu'ils essayent seulement? Oui. Et donc je me suis livré... J'entends ça tous les jours. Mais oui, tous les jours. Mais je l'entends aussi. Ici, tous les jours, vous aussi. Mais je l'entends aussi. Mais parfois, j'ai le sentiment que la politique, elle manque un peu de vérité, un peu de sincérité dans son rapport à la vie des gens. Mais je la décris aussi, une dame qui se bagarre pour faire valoir ses droits dans une sorte de golem, de labyrinthe administratif auquel elle comprend rien. Et pour être franc, quand je travaille avec elle pour remplir un certain nombre de papiers, j'y comprends pas grand-chose non plus. Donc moi, je suis législateur, j'ai été fonctionnaire, et je vois que parfois ce que l'on fait n'atteint pas son but, n'atteint pas les gens auxquels c'est destiné, parce que c'est trop compliqué, parce qu'un CERFA de 24 pages à remplir pour demander une aide, dans lequel on dit d'écrire le projet de vie de l'enfant, c'est imbitable. Je parle d'un commerçant qui dort pas la nuit parce qu'il sait pas s'il va pouvoir payer ses traites. Donc tout ça, c'est pas désincarné. Moi, la politique désincarnée, elle manque son but. Et donc, c'est un retour à l'essentiel, c'est un retour aux choses humaines, c'est s'arracher au brouillard. Ça fait du bien de vous entendre. On va voir si à l'Assemblée nationale c'est traduit, Boris Vallaud. En l'occurrence, un petit mot encore sur Saint-Sevé. Il y a une spécialité à Saint-Sevé, c'est le poulet de Saint-Sevé. Absolument. On est bien d'accord. J'ai entendu Annie Genevard, qui est la nouvelle ministre de l'Agriculture, dire on veut manger du poulet français, mais on ne veut pas d'élevage de poulet près de chez soi. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Là aussi, parfois dans ma permanence, j'ai des gens qui viennent me voir. Écoutez, moi je suis éleveur, mais j'ai des voisins qui sont pas contents parce que j'ai un élevage. Je dis, écoutez, oui, quand on vient habiter à la campagne, il y a quand même des chances, et je m'en réjouis, d'avoir des paysans qui travaillent à côté. Et par ailleurs, je dois vous dire que dans les Landes, on est assez fiers de notre poulet élevé en liberté. Voilà, et on tient à cette qualité, je vous on dis tient à ça ce savoir-faire. Boris Vallaud, je vous dis ça parce que c'est une caractéristique très française, ça. On veut, mais on n'accepte pas que ça soit près de chez soi. Les prisons, par exemple, les poulets, les élevages de poulets. Je pourrais prendre 10 exemples comme ça. Boris Vallaud. Vous avez raison, j'en suis le témoin. Et vous savez, les paysans chez moi, ils font des choses intéressantes. Ils font souvent des journées portes ouvertes, aussi pour expliquer leur métier, le faire comprendre, le faire partager. Et je pense que quand on se comprend, les choses se passent en général beaucoup mieux. J'appelle le PS à changer de ligne politique. La ligne avec LFI doit être abandonnée pour retrouver une ligne de gauche de gouvernement. Vous avez entendu, c'est Bernard Cazeneuve qui dit cela. Est-ce que vous répondez à cet appel? Que lui dites-vous? Moi, je réponds que la gauche doit se poser une seule question, c'est quelle est sa raison d'être et à quoi elle est utile à la vie des Françaises et des Français. C'est le sens de ce livre, vous avez raison. Je ne parle pas de politique politicienne dans ce bouquin, je parle de la vie des gens, des fins de mois difficiles, de celles et de ceux qui ne peuvent pas
compter sur autre chose que sur leur force de travail, parce on est loin du drapeau de la Palestine dans les facs. Hein, mais le sujet est même pas celui-là, et le sujet de ce qui se passe à Gaza est un sujet sérieux, comme les attentats, les attaques terroristes cet octobre sont un sujet sérieux, et qu'on doit être capable d'appréhender en croyant encore à la possibilité de la paix. Je sais que c'est difficile, mais je crois aussi que c'est nécessaire. Quelle est l'attitude qui doit être la nôtre et celle des socialistes à l'Assemblée nationale, puisque vous avez posé la question, est-ce que ça va se traduire d'une manière ou d'une autre ? Il vous aura pas échappé qu'on est dans l'opposition et que nous avons contesté le choix qui a été fait par le président de la République de nommer en réalité un parti qui est très minoritaire et qui a perdu très largement ses élections. Mais nous avons dit aussi, maintenant que nous sommes dans l'opposition, le pouvoir n'est pas passé de l'Élysée à Matignon, il est à l'Assemblée nationale, il est au Parlement, au Sénat également. Et qu'à chaque fois qu'il y aura des propositions qui iront dans le bon sens, qui amélioreront la vie des Français, nous les soutiendrons. Et nous ferons nous-mêmes des propositions sur des sujets qui préoccupent les Français. Je vous en donne un, mais qui est majeur. La question de l'accès aux soins. La question des déserts médicaux. Pardon, je parle encore un peu de ma campagne. Je parle encore un peu de chez moi, des Landes. Mais c'est vrai de beaucoup de territoires en France. Quand nous n'arrivons pas à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y en a pas, ou parce qu'il faut attendre 6 mois pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo, eh ben, ça rend dingue. Et donc, nous allons continuer le travail que nous avons déjà engagé, avec notamment le député Guillaume Garot, qui est l'initiateur d'un travail transpartisan sur la régulation de l'installation des médecins. On va travailler sur les mamans solo aussi. Alors, on va parler. Ça, c'est du concret. Je suis bien d'accord. Mais je crois que les gens s'attendent au concret. Oui, mais malheureusement, vous parlez beaucoup de politique, donc je vais faire comme vous. Dites-moi, est-ce que vous allez rompre avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais le sujet est pas celui-là. Il est posé. Il est posé par Cazeneuve. Oui, bien sûr. Il est posé par François Hollande aussi. On a ce que dit François Hollande, et je dis d'une certaine manière. Il demande le départ d'Olivier Faure, donc le vôtre aussi, au passage. Je ne sais pas si c'est en ces termes. En tout cas, tous ceux qui commencent un congrès trop tôt ont tort. Je crois que mais vous savez, je peux vous dire que dans tous les partout, quand on franchit des étapes trop vite, la question c'est pourquoi faire ? Quelle est la raison d'être de la gauche ? Comment le Parti socialiste est utile ? Comment, dans une union de la gauche plus large que ce que nous avons constitué, à l'Assemblée nationale avec des majorités républicaines dans le pays, en allant aussi à la rencontre des partenaires. Oui, je suis pour. Et je les contre. Mais d'abord, je ne suis pas certain qu'il y ait une unanimité, mais je ne suis pas leur porte-parole. Chez LFI, on a vu quelques fractions, quelques fractures se dessiner. Ce que je sais, c'est que les socialistes ont une responsabilité éminente dans une union de la gauche. Et c'est vrai dans l'histoire. C'est d'être une force qui entraîne vers la victoire. Et moi, je ne peux pas me résoudre, si vous voulez, à la continuation du macronisme sous d'autres formes et avec d'autres visages. Je le redis dans ce livre. Moi, je vois des gens qui ne vivent pas de leur boulot, et je peux vous dire qu'ils bossent tous les matins, qui bossent dans les services publics, qui bossent dans leurs entreprises, qui sont patrons de PME. Et bien ceux-là, il faut leur apporter des réponses. Et les socialistes, avec la gauche la plus large possible, sans exclusive, mais sans laisser compter pour ce qui nous concerne, eh bien, on doit avancer, être capable de poser des propositions. Tout ce qui concerne ensuite... J'ai 3 questions, ensuite nous allons parler du budget, de questions concrètes. Mais j'ai 3 questions politiques encore à vous poser. La première, présidentielle 2027, candidature unique à gauche, à condition que ce ne soit pas Jean-Luc Mélenchon. C'est bien cela. C'est bien ce que je crois que c'est une aspiration majoritaire à gauche. Donc, chez les socialistes, candidature unique à gauche, à condition que ce ne soit pas Jean-Luc Mélenchon. On est bien d'accord. Je ne crois pas qu'il puisse être le candidat qui rassemble toute la gauche. Et si je dois aller un tout petit peu plus loin dans la confidence, alors allez-y. Je crois que les socialistes doivent être en position d'être de ceux qui sont capables de proposer un candidat fédérateur, ramenant la victoire. Donc la un candidat socialiste. Écoutez, franchement, si on n'est pas trop mauvais, on doit y arriver. Si on est mauvais, on n'y arrivera pas. Donc je vais vous dire, ne cherchons pas toujours chez d'autres notre propre faiblesse. À nous de bosser. Oui, vous comprenez la colère de Jérôme Gage hier ? Mais je comprends la colère Jérôme Gage, qui est socialiste, qui souhaitait être président de la commission des affaires sociales et qui a été battu. Pourquoi ? Parce qu'LFI et les écologistes n'ont pas voté pour lui. Mais je vais être parfaitement clair. C'est ça le NFP ? Vous me parlez de l'union. Non, ça ne peut pas être ça. L'union, quand elle fonctionne, elle aboutit à une élection, comme c'est le cas à la commission des affaires économiques, d'une personnalité de gauche. Je pense que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et je l'ai moi-même regretté. Maintenant
que nous en sommes là, eh bien, je peux vous dire que nous allons nous battre, y compris au sein de la Commission des Affaires sociales, pour que les économies que propose le gouvernement ne se fassent pas sur le dos des Françaises et des Français. Voilà, ça me paraît quand même assez majeur. Vous êtes allié LFI, c'est ma dernière question. J'avais bien compris votre question. Vous êtes allié LFI, donc à Rima Hassan, qui menace des journalistes. Jusqu'à quand même accepter cela? Mais je ne l'accepte pas, les menaces envers les journalistes. J'accepte des menaces envers personne. Ça n'est pas l'idée que je me fais et du débat public et de la démocratie. Et je vais vous dire sur ce sujet sérieux. J'étais hier soir à une projection en avant-première d'un documentaire qui a été fait notamment par Anna Assouline et vous savez, les associations, les guerrières de la paix. Ils nous ont montré, dans ces territoires en conflit, des Palestiniennes, des Palestiniens, des Israéliennes, des Israéliens qui sont des guerriers de la paix, qui espèrent la paix. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas espérer la paix là-bas si on n'est pas capable de la faire ici, y compris dans la façon dont on s'exprime et dont on parle et dont on traite de ces sujets qui sont des sujets sérieux. Et là aussi, à l'Assemblée nationale, je souhaite que ce soit un lieu où nous concevions aussi la possibilité de la paix. Un mot sur le Proche-Orient, quelques mots. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de dire ce qu'il a dit ? Franchement, sur l'envoi d'armes, il s'exprimait pour les Américains, hein, parce que nous envoyons rien du tout, pas d'armes à Israël. La question qu'il pose, vous savez, je suis rarement l'avocat de... oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. D'Emmanuel Macron. Le tempo... Il demande un cessez-le-feu, et il dit on n'envoie pas d'armes quand on demande un cessez-le-feu. Il a raison ou pas ? La question qui aurait été plus intelligente de poser, c'est comment faisons-nous en sorte qu'il n'y ait pas d'armes fournis à Israël qui servent contre les Palestiniens à Gaza, mais sans remettre en question ce que je crois tout le monde est d'accord à considérer, c'est la légitimité de la sécurité d'Israël. Mais maintenant, oui, on a besoin d'un cessez-le-feu. On a besoin que les otages qui sont encore détenus soient libérés et que surtout nous évitions à toute force l'escalade qui menace au Proche-Orient. Et quand je regarde le Liban avec lequel j'ai quelques attaches, vous le savez peut-être, eh bien je dis la paix. La paix. J'ai des Palestiniens et des Israéliens transformé en Gaza. Et des Israéliens, oui, et que une vie valant une vie, on en prenne la mesure. Vous savez, j'ai des Palestiniens et des Israéliens qui disent on a tout négocié au moment d'Oslo. Que les pays européens, les États-Unis, d'une certaine manière, nous imposent la paix. La paix. La paix manque de partisans parfois. Boris Vallaud, budget, présentation, c'est clair, vous ne voterez pas ce budget. Écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est, et je vous rappelle que je ne sais pas ce que seront les majorités pour le construire. Vous pourriez le voter ? Si c'est un budget que la gauche à l'Assemblée nationale aura inspiré, on peut battre le gouvernement. Ça peut ne pas être le budget du gouvernement. D'une certaine manière. Écoutez, nous, on va faire des propositions, on en a formulé hier, sur les recettes. Non, mais c'est pas rien, parce qu'on veut pas que la situation qu'a laissée Bruno Le Maire, qui est calamiteuse, qui est catastrophique pour nos finances publiques, que le remboursement du quoi qu'il en coûte soit fait par toutes ces vies difficiles dont je parle. On veut que la solidarité soit partagée. Donc, et que ceux qui en sont les passagers clandestins... A priori, vous ne voterez pas contre. Je dis que nous allons voter tout ce qui ira dans le bon sens, que nous espérons que dans une majorité républicaine, la réciproque sera vraie. Nous ferons des propositions. Je pense que sur un certain nombre... Je pense à la taxation des super profits ou des super dividendes. Ça se rapproche d'un certain nombre de propositions qui avaient été celles, notamment du MoDem. Ce sont nos propositions. Oui, je sais. Vous votez cette... c'est notre proposition, donc on va la voter. Oui, vous allez la soutenir. Et les recettes exceptionnelles qui sont celles proposées par le gouvernement, je ne sais pas si Gabriel Attal ou Gérald Darmanin les votera, mais nous on les votera, bien que l'on considère qu'elles ne sont pas suffisantes, que la justice fiscale ne peut pas être exceptionnelle et temporaire. S'il y a 49.3, motion de censure ? Écoutez, moi je ne veux pas préjuger de ce que sera le débat parlementaire. Voilà. Mais évidemment qu'un 49.3, quand on fait un 49.3, on s'expose aussi à la possibilité d'une motion de censure. Mais si vous faites le pari, au fond, d'un parlementarisme réel, retrouvé, si vous faites ce pari-là, si vous pensez que
on doit pouvoir, texte par texte, trouver des majorités républicaines. Si vous pensez que sur des questions de recettes et donc de justice fiscale, vous pouvez convaincre, y compris ceux qui aujourd'hui sont vos adversaires, eh bien, je crois qu'il faut s'y engager résolument. Je vais vous dire sincèrement. Donc être constructif. Sans naïveté. Serez constructif sur le budget, sur la discussion budgétaire. Oui, vous avez compris ce qui est notre ligne. La justice fiscale, que ce ne soit pas les classes populaires, les classes moyennes qui payent le quoi qu'on en coûte, y compris avec des impôts sur la vie. Et c'est déjà ce qui est dans les annonces du Premier ministre. Vous savez que quand vous reculez de 6 mois la revalorisation des pensions, eh bien, ça veut dire que beaucoup de gens modestes vont avoir une sorte de retraite de plusieurs centaines d'euros. C'est retraite de la sécurité sociale. Oui, mais c'est pas rien. Mais c'est pas rien. C'est pas rien pour ceux pour lesquels les fins de mois sont difficiles. Report de 6 mois. Quand vous avez une pension d'un peu plus de 1500 euros par mois, eh bien sur 6 mois, c'est plusieurs centaines d'euros qui vont vous manquer. Je vois dubitatif, mais on l'a calculé. Oui, dubitatif sur le calcul, mais bon, c'est pas. Je vous le passerai parce qu'on a fait ça. C'est pas grave, Maurice Vallot. Sérieusement, et je crois même que les chiffres ont été confirmés. C'est un report. Oui, et donc c'est un impôt, c'est d'une certaine manière un impôt sur la vie, un impôt en creux. Voilà, comme les déremboursements ou l'augmentation des franchises. À propos des retraites, d'ailleurs, c'est la réforme des retraites. Alors, évidemment, le Rassemblement national. J'attends de voir si le 31, effectivement, le Rassemblement national demande ou pas l'abrogation de la réforme des retraites. Vous voterez si le Rassemblement national demande l'abrogation de la réforme ? Il y avait un premier rendez-vous pour le Rassemblement national pour vérifier la sincérité de son souhait d'abroger la réforme des retraites. C'était la motion de censure il y a 2 jours. Ils n'ont pas voté. Ils ont soutenu un gouvernement qui ne prévoit pas de l'abroger. Il y avait d'autres choix qui étaient possibles. Donc je ne crois pas à leur sincérité, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas de groupe au Sénat. À la différence des groupes de gauche qui vont pouvoir à la fois débattre dans leur niche parlementaire à l'Assemblée nationale puis au Sénat de l'abrogation de la réforme des retraites. On a besoin de justice. Ça a été une violence sociale pour ceux qui commencent tôt, qui ont des carrières longues, des carrières pénibles. Et puis ça a été aussi une brutalité institutionnelle. À propos des retraites, parce qu'on n'en parle pas et on a un peu parlé finalement lors des discussions sur la réforme. Comment se fait-il qu'il y ait une injustice entre le public et le privé ? Pourquoi ? Expliquez aux Français. Pourquoi est-ce que la retraite du privé est calculée sur les 25 meilleures années ? Mais quand vous regardez il faut aussi regarder ce qu'ont été les revenus dans une vie entière. Et en réalité, quand vous regardez le revenu du privé, quand vous avez travaillé au SMIC, quand vous êtes toute votre vie... Laissez-moi terminer, Maurice Vallot. Ce que je veux dire, c'est que le montant moyen des pensions est à peu près équivalent. Par ailleurs, vous savez que les règles de calcul, y compris des pensions de la fonction publique, ont été changées. Moi, ce que je veux dire, c'est que là où on a des sujets qui sont encore orphelins ou qui étaient très imparfaitement traités, c'est par exemple la retraite. Une avancée. Oui, mais qui est insuffisante, et notamment s'agissant des conjointes. Vous savez, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans ma permanence une dame qui est aide à domicile auprès des personnes âgées, qui elle-même a plus de 64 ans, et est obligée de continuer à travailler parce qu'elle était épouse de commerçants, et donc elle n'a pas toutes ses cotisations, etc., etc. Et elle me dit, je vais m'occuper de gens qui ont mon âge. Donc là, il y a des situations orphelines dont il faut se saisir. Boris Vallot, pourquoi dans la réforme des retraites êtes-vous absolument opposé à une part de capitalisation ? Mais parce que ça n'est plus un système dans lequel les actifs sont solidaires des retraités et dans un système qui se perpétue de génération en génération. Ça veut dire qu'en réalité, on fait le pari d'une forme de spéculation sur les pensions de retraite, parce que les pensions de retraite... Vous avez une assurance vie ? Vous avez une assurance vie, vous ? Oui, mais ça, sauf que l'assurance vie, on est libre de la contracter ou de pas la contracter. Oui. Et je suis pas certain qu'il faille placer entre les mains de fonds de pension australiens, par exemple, les retraites des Françaises et des Français. Vous placez dans les fonds de pension australiens vos économies, mais pas... moi, en l'occurrence, j'ai pas d'assurance vie, donc Bon, d'accord, vous pas, mais oui, mais il y a la question du choix qui est fait par les uns et par les autres. Et puis, il y a celui de cette solidarité et d'un mode de fonctionnement qui... on ne va pas faire courir des risques à nos retraités. 18 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Beaucoup plus qu'annoncé par le précédent gouvernement, qui était à 10 milliards, je crois, dans le budget préparé l'année dernière. On est à 18 milliards. Il va bien falloir faire des économies. On les fait où, ces économies à la sécurité sociale ? Jean-Jacques Bourdin, en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les comptes avaient été, restaurés. Le périmètre de la protection sociale, qui est plus large que la sécurité sociale, était excédentaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans ? Il s'est passé que nous nous sommes privés, le gouvernement a privé les Françaises et les Français de recettes. Il y a eu le Covid aussi. Oui, mais quand vous faites 50 milliards
ou 60 milliards de baisse d'impôts divers pendant ce quinquennat qui manque chaque année à nos services publics. Quand vous refusez de mettre à contribution, par exemple, les multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'il manque grosso modo 20% des recettes de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne. Bah, à la fin, ouais, ça se ressent. Oui, ça se ressent. Et donc, quand on appelle à de la justice fiscale dans la durée et pas de façon exceptionnelle, c'est parce qu'en réalité, un peu plus de solidarité, on vit tous mieux. On vit tous mieux. Non, mais à la sécurité donc, sociale, par exemple, pour donner 18 milliards. je vais vous donner un exemple. Que faites-vous? Eh bien, très concrètement... Quelles mesures proposez-vous pour réduire ce déficit? Je vais vous en donner une très exactement. On se pose la question, par exemple, de l'efficacité de l'exonération d'un certain nombre de cotisations à partir d'un certain seuil de revenus. Oui. Est-ce que ça crée de l'emploi ou est-ce que ça n'en crée pas? Eh bien, on dit... mais c'est assez bien documenté par des économistes aujourd'hui, qu'au-dessus de 2 SMIC, en réalité, les exonérations n'ont pas d'incitation sur la création d'emplois. Est-ce que là, il n'y a pas finalement des cotisations à redonner à l'assurance maladie, à l'assurance sociale, pour précisément pouvoir financer cette sécurité sociale? Vous savez qu'une des curiosités... C'est-à-dire qu'on remet des cotisations au-delà de... À partir d'un certain seuil. Voilà, au-delà de 2 SMIC et demi. Où il est démontré de façon empirique par des économistes qu'il n'y a pas eu l'effet d'entraînement. Vous renchérissez le coût du travail. Oui, sans que c'est un effet défavorable sur l'emploi. C'est quand même intéressant de le faire. Là où, en revanche, on sait que ça a un effet incitatif, évidemment, le meilleur exemple, c'est au niveau du SMIC. Eh bien, là, il n'est pas question de revenir dessus. Vous voyez, la question de l'efficacité de la dépense publique, c'est pas un truc réservé à Bruno Le Maire. D'ailleurs, il n'en a pas fait la démonstration. Merci Boris Vallaud d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera avec vous à partir de 9h. Je rappelle le titre de votre livre, Boris Vallaud, qui est en librairie quand? Mais qui est déjà en librairie. Qui est déjà en librairie, en permanence. Ces vies que je fais miennes chez Odile Jacob. Merci. Il est 8h57.